Dans votre 20h, le mouvement d'humeur maintenu par le Synté Plus et le SINAC Comilogue, malgré l'engagement pris hier devant le Premier ministre par les représentants de la COSIGA et du CGSL, ils sont bel et bien entrés en grève ce jour et visent la paralysie des administrations publiques, parapubliques et privées. Le début des séances de dépistage de vision auprès des conducteurs de véhicules, cela dans le cadre du programme national de lutte contre la cécité et la surdité, une initiative du ministère de la Santé et ses partenaires pour réduire le taux d'accidents. Ce journal également, nous parlerons de l'axe routier Koulamoutou-Pana dans un état de dégradation avancée. En cette période de petite saison de pluie, les usagers ont du mal à circuler. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité renouvelée. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Les deux personnalités ont évoqué les questions de coopération bilatérale ainsi que les sujets d'intérêt régionaux et internationaux. Les détails avec Priska Mougoula, presse présidentielle. Le président du Togo au Gabon, le séjour de 24 heures s'inscrit dans l'optique de la redynamisation des liens de coopération sud-sud entre Libreville et Lomé. La traditionnelle poignée de main entre les deux chefs d'État ouvre les échanges de cette nouvelle visite de travail et d'amitié. Les questions d'actualité ont dominé les discussions entre les deux personnalités au cours de cet entretien élargi aux proches collaborateurs d'Ali Bongo Ondimba et de Faure Esozima Gnassingbé. Le chapitre consacré à la sécurité maritime a occupé une place de choix, au moment où le continent africain mutualise ses efforts pour faire face à la piraterie. Conscient de la place de la santé dans le développement des populations africaines, Ali Bongo Ondimba et son hôte ont évoqué le sommet qui s'est tenu à Lomé sur la lutte contre le trafic et la consommation des faux médicaments. Entre les deux hommes d'État, l'environnement avec la problématique de la lutte contre les changements climatiques a été débattu, l'attachement de la CAC à la protection des mers et des océans comme gage de paix, de stabilité pour faire de l'espace maritime africain l'un des principaux leviers de développement économique est une perspective pleine de promesses. Les deux hommes d'État se sont séparés sur une note de satisfaction. Et parlant de coopération, mais surtout de reconnaissance, Marie-Madeleine Boronto, récompensée au Canada du prix Women Who Work. La cérémonie de réception du prix s'est déroulée à l'hôtel Clermont, en plein cœur d'Ottawa, capitale fédérale du Canada. Max-Olivier Obama, Marine Sameyogo. C'est l'hôtel Fairmont d'Ottawa qui a servi de cadre à cette importante cérémonie. En l'absence du président de la Cour constitutionnelle empêché et resté au pays pour des raisons républicaines, c'est le juge constitutionnel Jacques Lebama qui a réceptionné le prix dans une salle comble avant de délivrer le message de Marie-Madeleine Boronto. Women Who Work interpelle à plus d'un titre. Elle paraît ambitieuse, perfectionniste. Dès lors, je dois vous avouer que j'approuve donc vos idéaux et j'apprécie vos objectifs. La soirée de gala que vous organisez annuellement pour honorer la femme, j'allais dire magnifier, célébrer certaines femmes qui ont un parcours exceptionnel. Women Who Work, des femmes qui travaillent, qui inspirent par leur leadership, est une initiative de la diaspora africaine au Canada et qui a décidé de faire de Marie-Madeleine Boronto la marraine de leur initiative. À ce titre, la femme donne la vie, elle élève la progéniture. Je dirais même qu'elle est le régulateur de la vie familiale dans le foyer. Les femmes contribuent, dans une certaine mesure, à l'équilibre du monde, sinon à sa pacification. La cérémonie réunissait les officiels canadiens, dont la sous-ministre aux Affaires africaines, les membres du corps diplomatique africain et de nombreux responsables publics et privés. Voilà, il faut dire que les réactions étaient multiples après la réception, notamment des chefs d'entreprise, des membres du gouvernement canadien et du représentant du Gabon au Canada. Reportage. Une soirée extraordinaire avec pleine d'attention et une diversité de femmes avec des expertises extraordinaires. Pour de nombreuses femmes présentes à cette cérémonie, Marie-Madeleine Boronto est une femme inspirante. J'ai découvert une femme extraordinaire, une femme inspirante. Et ce qui m'a frappée, c'était
c'est une femme qui réussit en étant femme. C'est pas une femme qui réussit à la manière d'un homme, c'est une femme qui réussit à sa manière à elle. Son cœur, son ouverture, sa façon de traiter les choses, de faire évoluer les choses, c'est digne de mention et je pense qu'il ne pouvait pas trouver meilleure marraine que cette dame. Une fierté partagée par le représentant du Gabon au Canada. À travers les réactions que nous avons reçues, nous nous sommes rendus compte que la présidente de notre Cour constitutionnelle est une personnalité dont l'aura va au-delà de notre pays. Nous offrons souvent à une cinquantaine de jeunes filles, d'étudiantes, la possibilité d'assister à cet événement pour pouvoir être en phase, en communication et en communion avec les femmes que nous primons. Et à cet effet, personnellement, j'ai dû recevoir des jeunes étudiantes en droit, qui font le droit ici au Canada, et qui ont exprimé un peu leur intérêt de vouloir mieux connaître notre marraine. Événement très convoité à Ottawa, Madame le Président de la Cour constitutionnelle vient de hisser encore une fois très haut l'étendard de la République. Au Gabon, une délégation d'hommes d'affaires et de ministres égyptiens au cabinet du chef du gouvernement. L'importante délégation est allée concrétiser les différents accords signés il y a 2 ans entre les 2 chefs d'État, celui du Gabon et celui d'Égypte. L'échange était donc axé sur la coopération agissante, comme nous le rapportent Sévio Yann Mesui et Jean de Dieu Mamoudou. Elle était attendue en terre gabonaise depuis quelques jours. Cette délégation, composée des membres du gouvernement et entrepreneurs égyptiens. Côté gabonais, le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogibekal, et certains de ses collaborateurs. Les 2 parties, au cours de cette rencontre, évoquent la matérialisation de la coopération sud-sud. Nous a mandaté de réaliser ou de concrétiser les projets qu'on avait entamés il y a 2 ans. Et on est là pour ça, et c'est pour ça que le Gabon pour nous est très important. La diversification de notre économie étant liée à la multiplication des partenaires étrangers, l'expertise égyptienne dans plusieurs secteurs d'activité, notamment le bois, le pétrole, les mines, augure des lendemains meilleurs pour le développement du Gabon. Le chef de l'État, en diversifiant les partenaires, il veut également que l'Afrique construise l'Afrique. Et dans ce cadre, nous avons l'un des bâtisseurs de l'Afrique, qui est l'Arab Contractors, qui a réussi pas mal de chantiers dans pas mal de pays africains, asiatiques et dans d'autres pays à travers le monde. Et cette expertise nous intéresse. La visite de la délégation égyptienne au Gabon participe donc de la volonté des 2 pays à dynamiser leurs relations d'échange avec, en ligne de mire, les bénéfices mutuels. Cela dit, malgré les engagements pris face au Premier ministre à l'issue de la rencontre hier entre le ministre de la fonction publique, Madeleine Baird, et les responsables de la COSIGA et du CGSL, eh bien, les syndicats du préavis du 17 janvier dernier, à l'exemple du SINT+, et du SINAC Comilog, ont maintenu ce jour leur mouvement d'humeur. Ils visent la paralysie générale des administrations publiques, parapubliques et privées. Le constat de Cabrel Guinel-Emami et Louis Bestar-Lenyongo. Du siège de la Société d'énergie et d'eau du Gabon au siège de la compagnie minière de Logoué, les agents de ces entités, cités en exemple, affiliés au SINT+ et au SINAC Comilog, observent un mouvement d'humeur en dépit de l'accord signé il y a quelques heures entre le ministre de la fonction publique, la Confédération syndicale gabonaise et la Confédération gabonaise des syndicats libres, lequel accord devrait pourtant permettre la suspension du préavis de grève générale lancé par les syndicats qui s'insurgent contre la réforme du Code du travail en République gabonaise. Ces 2 confédérations syndicales sont allées s'engager au nom certainement des syndicats qui sont affiliés à eux. Nous, les syndicats de la SEG, particulièrement le SINT+, nous ne nous reconnaissons pas dans l'engagement qui a été pris par ces syndicats parce que nous ne savons pas ce qui a été dit là-bas. Nous avons trouvé bon de ne pas nous identifier à ce simulacre afin de respecter ce qui a été mis en place au profit de la multitude des travailleurs sur le territoire national.
Dans ce contexte, l'économie du pays pourrait prendre un coup. Au siège de la SEEG ou encore au siège de la Comilogue, les travailleurs n'ont pas répondu présents à leur poste de travail, au grand désarroi des usagers. La Comilogue est paralysée parce que ce soit mandat, que ce soit ici, tout est arrêté. Nous avons laissé juste une seule agence pour la région de Libreville pour pouvoir recevoir les clients. Si la situation ne s'améliore pas, c'est clair que nous allons pouvoir couper l'eau et l'électricité de manière sectorielle. Le dit mouvement d'humeur pourrait durer 5 jours selon les syndicats signataires du préavis de grève générale qui, par ce bras de fer, espèrent des assises pour une nouvelle révision du Code du travail. Voilà, notez qu'attendu dans les prochaines minutes ou toutes prochaines heures, la déclaration du gouvernement à travers son porte-parole. Cela dit, les responsables de différents syndicats viennent également de donner leur position au sujet du projet du nouveau code du travail et de la prétendue grève générale. Propos recueillis par Georges Kombila et Jean de Dieu Mamboundou. Le projet de révision du code du travail au cœur d'une controverse entre les syndicats qui acceptent de participer à la plénière proposée par le gouvernement et les centrales syndicales qui émettent des réserves. C'est pourquoi nous militons pour la prise en compte des propositions tripartites dans la mise en œuvre du nouveau Code du travail et l'organisation d'une plénière avant sa transmission aux chambres du Parlement. Nous, COSIGA, CSDT, CDSA, UTG, CGT-FL, CGSL, LO, CODETRAG, UGCR, CSDT, CGC, CSTG et NCTG ne sauront soutenir un mouvement de grève engagé dans le cadre de ce même projet du Code du travail en gestation. L'autre son de cloche vient du SINEC qui ne s'aligne pas aux propositions du gouvernement. Vous comprenez qu'il y a un mouvement de grève qui a été lancé. Le SINEC n'a pas signé sur le document au moment opportun. Donc il fallait que nous nous accordions, nous nous concertons et c'est ce qui a été fait ce soir, cet après-midi. Donc nous nous solidarisons avec les autres pour la continuité, pour la prise en compte effective de la décision d'aller à la grève. Le Code du travail est un instrument juridique qui régit les relations entre l'employeur et l'employé. Il a pour but d'assurer la promotion de l'emploi et l'épanouissement des travailleurs. Affaire à suivre. Le ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique en sa qualité de maître d'ouvrage, a présidé ce matin la 4e réunion du comité de pilotage du projet d'appui au programme d'investissement dans le secteur éducation. Le projet vise la construction de nouvelles salles de classe à Libreville et Port-Gentil. Esmine Chouchou Kayumba, Marlise Megué, nous font le point. L'état d'avancement du projet PIS, le programme d'investissement dans le secteur éducatif, était au centre de cette réunion du comité de pilotage, notamment la composante 1 qui prévoit la construction de nouvelles salles de classe à Libreville et Port-Gentil. On fait l'état d'avancement du projet, donc on présente pour ce qui est de cette réunion les activités qui se sont déroulées au second semestre 2019, étant entendu que les réunions du comité de pilotage se tiennent tous les 6 mois dans l'année. Ça va être la réunion du 2e semestre de l'année 2019. On fait un état d'avancement des activités, la composante 1 qui s'occupe des constructions, équipements, la composante 2 la qualité de l'éducation. Et puis ce qu'on attend, c'est des arbitrages sur les points de blocage, aussi conforter les acquis et puis planifier les activités du premier semestre 2020. La gestion du projet, la régulation des activités, tout sera passé en revue avant le lancement des travaux de construction le 7 février prochain. Et puis lancé le 20 juin 2019, l'appel à la candidature du concours de poésie jeunesse en sa 4e édition se poursuit. Ouvert à la jeunesse francophone, tout âge et toute classe confondus. Les poètes en devenir ont jusqu'au 15 février prochain pour postuler. Toutefois, l'événement organisé par la Société des poètes français manque d'engouement au Gabon, d'où cet appel du délégué national de la SPF pour amener la jeunesse à réagir. Raphaël Mizir-Kouka est au micro de Kenny Kanga Boussamba et Jean de Dieu Mamboundou. L'enjeu pour le Gabon, disons d'abord pour la jeunesse francophone, c'est de se faire connaître et puis surtout de savoir manipuler la langue française. Le Gabon, il gagnerait parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit en marge.
de conservaison des nations littéraires, parce qu'aujourd'hui il y a un certain mouvement au niveau des Maniens, des Congolais, des Français, des Chinois. Donc c'est toute la francophonie en fait qui est conduite. Et il serait malheureux que notre pays ne soit pas représenté. C'est une nation littéraire. Nous avons reçu pas mal de prix littéraires avec les jeunes de Bassangama, les Bessora, les Manu Augustin. La jeunesse gabonaise doit faire ses preuves à travers la langue française. Il y a plusieurs rubriques. On va au niveau du CP, les élèves de l'école primaire, du CP, et jusqu'à 25 ans révolus, c'est-à-dire les étudiants, et même les non scolarisés. C'est un concours gratuit. Donc les gens peuvent envoyer 1 à 5 poèmes. Voilà, 1 à 5 poèmes. Et puis maintenant, pour ceux qui ont des poèmes inédits, ils peuvent envoyer jusqu'à 20 poèmes par tapuscrit. Tout ce que je peux dire, jeune poète, à vos poèmes. Voilà, et puis on revient à présent sur la disparition du petit Rinaldi Abagangwa, âgé de 3 ans, qui reste toujours introuvable. Nous avons en ligne en ce moment même, en direct, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Oyem, Rodrigue Ondom-Fumu, pour avoir la suite de ce dossier. Alors, bonsoir, monsieur le procureur. Dans la suite de l'enquête sur la disparition du petit Rinaldi Abagangwa, vous vous êtes rendu au village Abéaba. Voilà. Comment se sont déroulés les échanges avec les populations de ce village, monsieur le procureur? Bonsoir, Martial Tubida. Après avoir pris connaissance des déclarations faites par certains habitants du village Ebeba dans les locaux de l'antenne départementale police judiciaire de Bitam, j'ai décidé de me rendre personnellement dans le dit village, accompagné de madame le substitut du procureur de la République, de monsieur le sous-préfet du district de Bikondo, des agents de l'antenne départementale police judiciaire Bitam, ceux de la brigade de gendarmerie centre Bitam, également ceux de l'antenne provinciale de police judiciaire d'Oyem, afin de faire la reconstitution des faits. Alors, sur place, nous avons trouvé les parents de la mère du jeune disparu, ainsi que certains riverains. Alors, nous avons demandé à ce que ces derniers essayent de faire appel à toutes les personnes qui étaient présentes le dimanche 12 janvier avant la disparition du jeune Abaga, afin de commencer le travail pour lequel nous nous sommes rendus sur place. Chose qui a été faite, ils ont fait venir tous les enfants et les grandes personnes qui étaient sur place. Mais nous avons remarqué une chose assez étonnante, c'est que certaines grandes personnes qui étaient sur place le dimanche ne reconnaissaient plus avoir été dans le troquet à côté. Heureusement que la gérante de ce troquet, forte d'esprit, a bel et bien cité le nom de certaines personnes que je préfère taire à discrétion puisque nous sommes dans le cadre de l'enquête. Et merci bien, monsieur le procureur. Et quelles ont été les explications des uns et des autres? Tout le monde a essayé de nous faire le récit des faits. Les jeunes qui étaient accompagnés du jeune Abagangwa qui est porté disparu, dont l'âge varie entre 12 et 8 ans, ont essayé de nous faire le point. Alors, il y avait 2 jeunes filles qui nous ont effectivement dit que le jeune Abagangwa s'était dirigé du côté du stade avec elle et qu'à leur retour, ce dernier n'était plus visible, chose qui a étonné ces dernières. Mais il faut ajouter que certaines grandes personnes qui étaient dans le lieu avaient disparu à la suite de la disparition de l'enfant. C'est-à-dire, une fois nous avons constaté la disparition des enfants, je veux dire, une fois les parents ont constaté la disparition des enfants, les grandes personnes qui étaient dans le troquet n'étaient plus présentes sur le lieu. Alors, face à ces déclarations qui ne concordaient plus avec celles faites dans les locaux de l'antenne départementale de police judiciaire, et dans le souci de poser des questions hors la présence des riverains, nous avons décidé de procéder à l'interpellation de certaines personnes dont le nom figurait
dans l'enquête, nous les avons conduits dans les locaux de la police judiciaire de Bitam, où elles sont gardées à vue pour nécessité d'enquête. Merci à vous, monsieur le procureur. Gabon Télévision reste à votre disposition pour la suite du déroulement de cette enquête. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous étions au téléphone avec Rodrigue Ondo Mfumu, procureur de la République près le tribunal de première instance d'Oyem. Le programme national de lutte contre les cécités et les surdités a donc débuté. Les séances de dépistage de vision auprès des conducteurs de véhicules. Cette initiative du ministère de la Santé, avec l'appui de ses partenaires, bien sûr, vise à réduire les taux d'accidents causés par la mauvaise acuité visuelle. Betty Anzembe pour les détails. Ce n'est pas réaliste. Les séances de dépistage de la vue chez les conducteurs a pour objectif de sécuriser l'ensemble des usagers de la route. Tout comme plusieurs chauffeurs, Uber jusqu'à ce jour n'avait aucune information sur l'état de santé de ses yeux. Depuis que je conduis, j'ai jamais eu de problème de vue au volant. C'est donc grâce au soutien d'Optica que le programme national de la lutte contre les cécités et les surdités a pu être réalisé et le responsable réitère sa volonté à collaborer avec le gouvernement dans ce sens. Pour la partie dépistage, nous serons toujours présents effectivement pour répondre en termes de responsabilité sociétale, à accompagner toute initiative au niveau justement de la santé ou de la vision au Gabon et dans les pays où nous serons sollicités. Au regard des nombreux accidents causés par la mauvaise acuité visuelle, le ministère de la Santé et celui des Transports terrestres travaillent en synergie dans l'espoir de limiter ces catastrophes. Nous accompagnons tout naturellement le programme national de lutte contre la cécité dans ce projet. Il s'agit de démontrer aujourd'hui la faisabilité technique de cette ambition qui est d'élever la qualité de la vision chez les conducteurs professionnels. Le prix du certificat d'aptitude visuelle n'est pas encore fixé, il est en cours d'étude. Mais en attendant, la sensibilisation se poursuit. L'intégration des préoccupations socio-culturelles du Gabon au centre de la signature de convention entre le groupe Canal+ et la Haute Autorité de la Communication. Il s'est agi également d'amener les responsables de Canal+ à se conformer aux demandes de la HAC. Reportage signé Andy Tungi. Échange de parapheurs, puis la poignée de main qui a précédé la signature de convention entre Canal+ et la Haute Autorité de la Communication. Un accord de principe qui démontre l'engagement de la HAC à mettre en musique l'une de ses missions, à savoir autoriser les opérateurs économiques, distributeurs de programmes audiovisuels à commercialiser leurs produits sur le marché gabonais. Canal+ International avait signé une convention avec le CNC. Donc le CNC a été dissous et c'est maintenant la Haute Autorité de la Communication qui a repris les anciennes fonctions du CNC. Et du coup, nous n'avions pas encore signé cette convention d'autorisation de commercialisation de Canal+ sur le territoire gabonais. Ça fait depuis quelques mois que nous travaillons avec le président et l'ensemble de ses équipes sur cette convention et nous sommes ravis aujourd'hui. La Haute Autorité de la Communication souhaite que Canal+ commercialise ses bouquets en tenant compte de l'environnement socio-culturel du Gabon. Ce que nous attendons de Canal, c'est également améliorer la qualité des services et surtout intégrer dans les programmes de Canal tous les aspects socio-économiques de notre pays. Parce que nous sommes un pays, nous avions une vision, nous avions une culture, et il est important, c'est vrai, que tout ne doit pas venir de l'extérieur. Canal doit également intégrer dans ses programmes les préoccupations culturelles qui sont les nôtres pour mieux vendre le Gabon. Cette convention qui court sur 5 ans est la première signée entre le groupe Canal+ et la Haute Autorité de la Communication. La précédente avait été conclue entre l'ancien Conseil national de la communication et la multinationale française de l'audiovisuel. Et on parle dans votre 20h de l'axe routier Koulamoutou-Pana qui est dans un état de dégradation très avancé. Les usagers de cet axe ont donc du mal à circuler en cette période de petite saison de pluie. On suit ce reportage de notre correspondant Constant Ondomba. Et encore la route, pourtant construite comme vecteur de développement, celle de l'axe Koulamoutou-Pana demeure un véritable casse-tête, car elle a du mal à être entretenue par les travaux publics et constitue une menace permanente pour les routiers qui fréquentent cet axe. Et
certains notables s'interrogeaient. Ils ont semblé mettre la terre, mais dès les premières pluies, ça va partir. Bien sûr. Ça ne change rien. Ça ne change rien à ce niveau. Dès les premières pluies, adieu le ravin. Je vais proposer quoi? Je ne connais pas, on n'a pas de subvention TP ici. Je vais faire comment? Les forestiers sont venus juste tenter, ouvrir pour laisser passer leurs engins, leurs grumiers. Mais c'est combien de temps ça va durer? Parce que les forestiers ont déjà une ouverture du côté de l'Ebongi, en passant par leur chantier là-bas. Là, d'ici là, on va être coupé complètement. On va être coupé. Dans cette situation, vous n'avez pas de solution? Mais je n'ai aucune solution. La solution, c'est les TP. Si on avait les TP en permanence dans le Gouelolo, ben, il faut entretenir la route. Je veux que comme les plus hautes autorités viennent au moins observer. Parce que tout ce qui se passe là, il n'y a même pas un contrôle des avions TP. Il n'y a rien. Je fais comment? Vivement que les autorités compétentes prennent à bras le corps cette situation afin que la desserte Koulamtoupana puisse aisément se faire. Allez, puis on parle sport à présent. L'actualité, c'est aussi le cyclisme, surtout, vous le savez, avec la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Pour cette 4e étape, Lambaréné Mouila, longue de 190 km. C'est Clovis Kamsong, coureur camerounais, qui remporte le maillot de vainqueur d'étape. Il est à noter que les 3 premiers de cette 4e étape sont issus des sélections africaines. Retour sur le résumé de cette étape avec Fernande Zangvé. C'est historique, le podium de la 4e étape de la Tropicale Amissa Bongo est totalement africain. Clovis Kamsong, cycliste camerounais, gagne l'étape la plus longue de cette 15e édition avec un chrono de 4h34 minutes et 42 tiers. Pour remporter une victoire à la Tropicale Amissa Bongo, une course 2.1 devant tous ces professionnels, vraiment, je pense que ça c'est une victoire à célébrer au Cameroun. Derrière lui, Joseph Areruya, rwandais, habitué de la Tropicale. Pour moi, j'ai été enthousiaste pour bien finir cette étape. J'ai fait mon travail parce que nous en avons tous parlé avant la course. En 3e position, le Marocain Sabati El Hussein. Considérés comme des outsiders, les 3 coureurs ont réalisé une échappée de 160 km au total, un record sur la Tropicale. L'étape Lambaréné Mouila, favorite pour les sprinteurs, a permis à l'Érythréen Nathanaël Tesfazian de garder son maillot jaune de leader grâce au travail de ses coéquipiers. Au regard de ses performances, la sélection de l'Érythrée est une équipe à suivre de très près et pourrait se trouver au panthéon de la course Amissa Bongo au soir du 26 janvier 2020. En attendant, l'Afrique centrale peut célébrer son premier champion. Prochaine étape, Lambaréné-Congo, le parcours est réduit à 90 km et non plus 145 km comme annoncé par les organisateurs. Et puis elle nous a rejoint comme tous les soirs depuis le début de la semaine, Raïssa Lormedza du service des sports. Bonsoir. Bonsoir Martial. Alors Raïssa, victoire historique du Camerounais sur cette 4e étape. Oui. Et c'est d'ailleurs la photo finish qui a permis de départager le Camerounais et le Rwandais. Oui, comme ça se passe souvent devant ce type de finale, il faut à ce moment-là utiliser la photo finish, et la photo finish a donc permis de départager Kamsong, Clovis et Areruya Joseph. Comme vous le voyez, la ligne verticale sur la droite, celle que nous vous présentons en petit carré, correspond à la ligne d'arrivée. C'est ce qui a donc permis de définir que Kamsong était en tête était donc devant cette course pour l'étape, devant le Rwandais. Voilà. Alors, un rappel du classement de l'étape et également du classement général, Raïssa. Classement de l'étape, donc Kamsong à Bosolo Clovis du Cameroun, Areruya Joseph du Rwanda et Sabayi El Rouken, voilà. Après, on a le classement général. Tesfazian Nathanaël, votre ami, ne laisse pas son maillot jaune, son maillot de leader. Il y a également Levasseur Jordan qui est 2e et Morin Emmanuel de Cofidis qui est 3e. Alors, à ce qu'on nous dit, aux dernières nouvelles, la 5e étape a été raccourcie. Oui, la 5e étape a été raccourcie. Initialement prévue Lambaréné-Congo, la décision a été prise par les organisateurs de la Tropicale Amissa Bongo, en accord bien entendu avec le président du jury qui est mandaté par l'UCI. Donc en lieu et place de 240 km comme on l'annonçait, ce sera près de 90 km, on va dire exactement 82 km Alors, à parcourir. Et puisqu'on vous tient, Raïssa, on va en profiter pour parler justement
mois du démarrage du championnat scolaire et universitaire. Le championnat scolaire et universitaire qui remplace l'Oxy d'ailleurs a donc vu son coup d'envoi se faire aujourd'hui grâce à la coordinatrice générale ainsi que son adjoint. Et il y avait avec eux donc la coordination de l'Estuaire. Les matchs ont débuté aujourd'hui du côté du lycée Baoumar et Paul Indjenje Ngonju. C'était le football, l'athlétisme, le basketball, grâce aux partenaires qui permettent, n'est-ce pas, d'organiser, de ramener ces jeux de l'Oxy, nouvelle version. Les jeunes ont donc commencé à compter de ce jour à compétir pour se voir qualifiés pour justement le final de ce championnat. Allez, on a pratiquement fait le tour avec le karaté pour enfants qui prévu démarrer ce week-end. Un stage pour les enfants, organisé par la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires. Ce sera du côté du gymnase d'Oloumi. Donc pour les enfants, et ce sera ce samedi 25 janvier exactement. Merci Raïssa pour toutes ces précisions. Merci à vous Martial. Et on vous retrouve demain avec le même plaisir bien sûr. Notez que juste après le générique fin de cette édition d'information, vous aurez la communication du gouvernement, lui bien sûr par le porte-parole du gouvernement, Edgar Mbumbu Miyakou. C'est la fin de cette édition d'information. Nous n'allons pas nous séparer sans la sagesse habituelle. Elle dit ce soir, Raïssa, la bouche de l'homme brûle davantage que le feu. Attention à ce que vous sortez. 23h pour vous informer. Patricia Lidi Moueli. Moi, je vous dis bonne suite des programmes et puis à demain 20h.